Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est un complément à l'article que je viens de publier sur mon site et qui a pour sujet la naissance d'Artémis, déesse lunaire, qui est en lien avec le signe du Cancer puisque la lune est maîtresse de ce signe. Si vous avez envie de lire cet article, il vous suffira de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais surtout m'arrêter sur la vie et l'ambivalence de cette déesse. On l'appelait parfois l'ours, du nom d'un de ses attributs qui traduit bien cette ambivalence. Artémis, je le rappelle, est la sœur jumelle d'Apollon, le soleil. Et à peine née, elle a aidé sa maman à mettre au monde ce frère lumineux. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe dans les mythes. Artémis est une déesse sauvage de la nature. Toujours court-vêtue, elle aime particulièrement se promener dans les forêts où elle vit retranchée. Elle court les montagnes, son arc et son carquois remplis de flèches à l'épaule, entourée souvent d'un cortège de nymphes et accompagnée par sa meute bruyante qui la suit fidèlement dans les chasses auxquelles elle s'adonne avec bonheur. Elle adore ça. Elle est farouche, elle est vindicative, elle tient à sa virginité comme à la prunelle de ses yeux. Dès sa plus tendre enfance, un jour qu'elle est assise sur les genoux de son papa Zeus, elle lui demande de pouvoir demeurer éternellement vierge. Et Zeus, gentiment, le lui accorde. De ses compagnes aussi, elle exige cette virginité, une chasteté parfaite, la même qu'elle s'applique à elle-même. Artémis est aussi la protectrice des Amazones. Vous savez, ce peuple de femmes guerrières, chasseresses, indépendantes du joug des hommes, qu'elle refuse âprement. Et elles descendent du dieu de la guerre et de la nymphe Harmonie, qui sont donc leurs parents. Artémis n'hésite pas à châtier cruellement quiconque manquerait d'égard envers elle ou quiconque s'aventurerait à offenser cette chasteté si âprement défendue. Actéon, qui a malencontreusement aperçu la déesse alors qu'il se promenait dans la forêt et qu'elle-même se baignait dans une source, en a fait les frais. La déesse a été tellement outragée, tellement fâchée qu'elle a transformé le malheureux en un cerf. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a excité contre lui toute sa meute de chiens qui l'ont dévoré. Si elle affectionne particulièrement la chasse aux fauves, mais aussi aux cervidés, son char pourtant est tiré par des cerfs aux cornes d'or ou encore par des biches avec lesquelles elle est souvent représentée. Et puis il y a Callisto, une de ses compagnes, qui un jour se retrouve enceinte des œuvres de Zeus, alors qu'elle aussi devait être dans une complète chasteté. La déesse le souhaitait ainsi. Et du coup, Artémis la transforme en ours et la blesse mortellement. Zeus a pitié d'elle et donc la transforme en constellation, et précisément en la constellation de la Grande Ourse, afin de lui épargner de finir elle aussi déchiquetée par les chiens comme il s'est arrivé à Actéon. En Attique, les prêtresses d'Artémis portaient le nom de Arctoi, c'est-à-dire les petits ours. Donc l'ours fait partie, avec le chien, le cerf, la biche, des attributs de la déesse. Artémis est une déesse particulièrement ambivalente, vous l'aurez compris. Elle préside à la conception, à la grossesse, à l'accouchement, tout en se réclamant vierge. Elle protège les enfants, veille au bon déroulement entre l'enfance et l'adolescence, et elle défend sa propre mère, tout en envoyant le mal qui emporte les femmes qui meurent en couche. On attribue à ces flèches les morts subites, mais particulièrement celles que n'accompagne aucune douleur. Elle pratique l'art du tir à l'arc avec une très grande maîtrise, et l'art du tir à l'arc, c'est quelque chose qui requiert beaucoup de concentration, d'assurance, d'énergie, de précision, et dans le même temps,
Elle est la personnification de la lune nocturne et représente donc des valeurs tout à l'opposé du genre indolence, imaginaire, fantasme, sensibilité. Elle est la protectrice des jeunes filles, en particulier des vierges. Elle l'est aussi des hommes chastes. Mais elle se montre féroce envers Actéon, qui pourtant n'avait fait que l'entrevoir involontairement, qu'il n'avait pas attaqué directement. Et elle se montre tout aussi impitoyable envers les femmes qui cèdent à l'attrait de l'amour. Gardienne des animaux, des forêts, des montagnes, elle n'hésite pourtant pas à en tuer lorsque bon lui semble, parce qu'elle est aussi chasseresse. Elle apprécie la compagnie des fauves tout autant que celle des tendres biches. Lunaire, nous l'avons vu, elle éclaire la nuit et ses ténèbres de sa lumière, enchanteresse, source de rêves, d'inspiration des poètes, mais parfois elle disparaît carrément et elle laisse la place à l'épouvantable Hécate et à un vide terrifiant de lune noire. Lune noire, en l'occurrence la Néoménie, la nouvelle lune, et non pas la lune noire, deuxième foyer de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Elle-même représente plus spécifiquement le croissant lunaire, qui évoque bien les hamacs, les berceaux accueillants comme les bras d'une tendre mère nourricière protectrice, chaleureuse, appelant à s'y blottir, mais ce croissant de lune a aussi un bord tranchant parfois, comme une faucille, et ce croissant renvoie donc à l'arc, aux flèches meurtrières de la déesse. Et puis ce croissant lunaire parfois croît, et sa lumière augmente jusqu'à la plénitude de la pleine lune, et parfois il décroît jusqu'à disparaître, et là on a les ténèbres de la mort, les ténèbres d'Hécate. Ce cycle éternel nous confronte à la fin de toute chose, mais constitue aussi une promesse sans cesse renouvelée d'un nouveau recommencement après chaque fin. Cette ambivalence, c'est celle de notre monde intime, c'est celle de notre féminin qu'elle représente, avec tout son côté sauvage qui peut s'avérer destructeur, mais quand on l'apprivoise, quand on maîtrise cette force, elle est d'une richesse et d'une fécondité infinie. C'est cette forme d'indétermination de notre inconscient qui passe en permanence d'un monde à un autre, tantôt dangereux, tantôt rassurant, que la déesse nous révèle à travers ses préoccupations et son mode de vie. Dans les accouchements auxquels elle préside, apparaît évidemment l'état de nature dans son côté le plus abrupt, qui caractérise ce passage violent que constitue la mise au monde. Ce n'est pas un moment de tendresse que le moment précis de l'accouchement. Après, oui, mais avant, non. L'enfance dont elle s'occupe est une période où on a une certaine indétermination. C'est un état un peu flottant entre deux mondes. Un âge où de petits êtres sont en devenir, ils ne sont pas encore finis. Ils ont un côté instinctif, animal un petit peu brut, et en même temps éclot leur part d'humanité. Elle s'intéresse aussi à l'adolescence, qui met en avant toute la force impétueuse d'une jeunesse qui est soumise à des pulsions qu'elle n'est pas encore capable de dompter, et parfois ces pulsions surgissent inopinément et explosent dans toute leur brutalité. Artémis chasse aussi les fauves, qui sont eux aussi des représentants d'une nature farouche, mais qu'on peut domestiquer, puisque parfois Artémis aime s'entourer de ces animaux dangereux, sans pour autant se faire agresser elle-même. Donc c'est qu'elle maîtrise tout ça. Elle pratique souvent la chasse de manière cruelle, et sa manière d'intervenir dans des guerres, si elle n'encourage pas les atrocités, conduit quand même ses ennemis à se perdre dans leur propre fureur qu'elle fait se retourner contre eux, embrouillant les esprits et les pistes. Artémis nous indique donc que l'inconscient est une forme d'énergie féminine brute et indéterminée, comme celle de l'accouchement, de l'enfance, de l'adolescence, puissante au point de pouvoir devenir violente, confuse parfois. Une énergie qu'il faut transformer
en l'apprivoisant, en allant à sa rencontre pour la connaître, la définir, l'expérimenter. C'est une énergie de la première partie de vie durant laquelle ont pu être vécus des traumatismes et des souffrances, des abandons, des pertes parfois, des événements humiliants. Et ces événements, ces traumatismes sont inscrits, enfuis quelque part en nous, enfouis, refoulés dans nos terres intérieures qui ne sont pas cultivées, qui sont restées sauvages, comme le royaume d'Artémis avec ses montagnes et ses forêts habitées de bêtes féroces. Si nous ne voulons pas nous faire dévorer par tout ce refoulé, il nous faut le recontacter en nous, chaque fois qu'il se manifeste hors de notre contrôle, c'est-à-dire en quelque sorte aller chasser les fauves de notre monde intime pour pouvoir retrouver notre nature sauvage blessée qui n'attend qu'une chose, c'est d'être accueillie, d'être prise en compte. Parfois, c'est une émotion qui tout d'un coup nous submerge sans raison apparente ou pour des motifs qui semblent très extérieurs. Une violence tout d'un coup surgit en nous et explose apparemment pour des futilités. Parfois encore, c'est une peur irraisonnée qui nous surprend et qui nous paralyse. Tout ça, ce sont des manifestations qui sont issues de nos terres abandonnées, comme autant de signes et d'appels intérieurs à oser sonder ce qui les suscite, à nous retourner vers le pays de notre enfance, un pays incivilisé, pour aller y reconnaître ce qui a pu poser problème et identifier là où les sources de notre angoisse du moment. Et ça va nous permettre d'accueillir enfin un passé qui est encore en souffrance en nous. Et c'est la condition incontournable à l'apaisement de notre âme et de notre personnalité. Artémis, c'est la déesse des passages initiatiques de la naissance, de la mort, des étapes de l'enfance, de l'adolescence, et elle nous indique cette voie de transformation où finalement des énergies au départ inquiétantes, destructrices, peuvent se retourner lorsqu'elles sont maîtrisées pour devenir une puissance constructive et une fécondité vraiment très très riche. Cette ambivalence d'Artémis que nous venons d'évoquer se retrouve également dans ses attributs. Nous n'allons aujourd'hui en aborder qu'un, c'est celui de l'ours. L'ours, parfois, accompagne Artémis et il lui arrive même d'en revêtir la forme dans ses apparitions. L'ours joue un rôle important dans son culte, ainsi dans son sanctuaire de Broron, lors de la fête qu'on appelait les Broronies, des fillettes étaient revêtues d'une robe couleur safran et elles étaient conduites à la déesse et consacrées à elle pendant 5 ans sous le nom d'ours ou oursonne. Ça n'est pas étonnant que l'ours soit l'attribut d'Artémis puisqu'il présente en quelque sorte la même ambivalence que la déesse. Et je trouve ce symbole de l'ours absolument magnifique. Son corps massif, sa large tête, ses longues mâchoires, ses dents immenses, ses grosses pattes aux griffes acérées qui sont capables de démembrer une proie, ses impressionnants grondements, ses hurlements, donnent de cet animal sauvage et imposant une image évidemment de puissance phénoménale, inquiétante, de force dangereuse, de violence et de férocité, voire même de cruauté. Mais la mère ours, qui prend soin de ses attendrissants petits oursons au doux pelage, qui les allaite, qui déploie des trésors de délicatesse pour ne pas écraser ces petits êtres fragiles en dépit de son énormité à elle, qui les porte sur son dos, qui les élève avec affection, qui les éduque, qui leur apprend patiemment à cueillir et à pêcher, cette mère ours qui les défend souvent avec courage quand ils sont en danger, eh bien cette mère ours révèle un autre aspect de l'animal, un aspect qui cette fois est fait de tendresse et de douceur.
d'amour maternel, bienveillant, protecteur, de vigilance, de protection et de puissance rassurante. D'où d'ailleurs nos charmants petits ours en peluche aujourd'hui. Si on ajoute à ce tableau l'image des petits oursons s'ébattant dans la nature, jouant entre eux, qui grimpent sur leur dos de leur maman impassible, eh bien nous voilà dans un côté qui est fait de fraîcheur et d'immaturité qui nous renvoie à toutes les valeurs de l'enfance. Et puis, l'ours peut aussi être apprivoisé. Il peut danser, il peut jongler. Et du coup, il symbolise aussi les forces élémentaires susceptibles d'évolution progressive, mais également capables, une fois de plus, de redoutables régressions. Alors, à l'âge de 9 ans, les jeunes Athéniennes qui entraient dans le sanctuaire d'Artémis, elles allaient, revêtues de peau d'ours, danser dans la forêt. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'était une manière pour elles d'entrer en contact avec leur propre nature féroce à apprivoiser, tout en se familiarisant avec les mystères féminins de la fécondité, de l'accouchement. Carl Gustav Jung considère l'ours, étant donné son rapport avec l'instinct, étant donné sa force et sa puissance, il le considère donc comme un symbole de l'aspect dangereux de l'inconscient, avec ses pulsions qui, lorsqu'elles ne sont pas formulées par la conscience, peuvent constituer un véritable danger et se retourner contre nous. L'ours, c'est aussi un animal qui est très attiré par le miel sucré. Et le miel, à cause de ce côté sucré, est aussi un symbole de douceur, comme la maman ours, mais également de plaisir, d'abondance, de richesse. Le miel était la nourriture originelle des dieux, donc c'est une nourriture sacrée et spirituelle, et le petit Zeus enfant a eu droit à du miel. Ce miel est en plus issu de tout le travail de transformation alchimique que font les abeilles qui subliment en une magnifique substance dorée le nectar des fleurs. Et dans les mystères d'Éleusis, on en donnait aux initiés d'un degré supérieur comme signe d'une vie nouvelle. Comme il a une couleur jaune d'or, il est aussi lié symboliquement à l'immortalité et donc au cycle éternel des morts et des renaissances. On retrouve cette notion de cyclicité des morts et des renaissances avec le fait que l'ours hiberne et donc disparaît dans l'obscurité de sa tanière en hiver, et il réapparaît comme par enchantement sur Terre au printemps avec ces adorables petits oursons qui sont nés dans l'abri dans l'obscurité de cet abri hivernal et qui y ont passé les premiers mois nichés dans la douillette fourrure maternelle. Ces petits oursons naissent tout minuscules, tout nus, informes, à peine recouverts par un vague duvet frisé. Ils sont aveugles, ils sont sourds. Et c'est pour ça que dans l'Antiquité, on les a comparés à des amas de chair qui ne prennent forme que sous les coups de langue de leur mère, créant ainsi l'ordre à partir du chaos. Donc, en fait, c'est l'ours bien léché va devenir un joli ourson où le chaos s'est transformé en ordre. Et c'est la même chose pour l'homme ignorant qui ne comprend son rôle qu'en acquérant un certain savoir spirituel. Si on revient à l'histoire du miel et qu'on associe en une seule image le miel et l'ours qui le mange, ou plutôt l'ours et l'abeille qui fabrique ce miel, on ne peut qu'être saisi par le contraste entre la lourdeur de l'ours et la légèreté de l'abeille. L'ours qui est d'une puissance phénoménale et à côté de ça, un vol aérien d'insectes. Même chose pour le tableau de l'ours qui imite le jongleur ou qui danse, mise à côté d'une danseuse légère. Et tout ça, ça souligne en fait la gaucherie de l'animal. Et pourtant, l'ours est bien attiré par le miel et l'ours est bien capable d'esquisser des pas de danse et de jouer avec une balle.
Et c'est pour ça que les Égyptiens en faisaient le symbole de la création dynamique, mais non achevée. Ils en faisaient le symbole de l'être en devenir, le symbole du cheminement initiatique. L'ours vit aussi dans une certaine solitude et renvoie, là encore, à la solitude de ce chemin initiatique, mais aussi à un côté qu'on appelle un côté ours, un côté homme des cavernes qui se réfugie dans l'introversion. L'ours, animal d'Artémis, représente donc, comme elle, l'inconscient, dans toutes ses dimensions et son ambivalence. Redoutable comme lui, cet inconscient, quand il est ignoré, nous met face à des forces terrifiantes qui se dressent devant nous sur le chemin de notre accomplissement psychologique. Dans notre thème, Artémis, c'est bien sûr la Lune, peut se retrouver aux prises avec de multiples monstres qui sont issus d'une enfance, parfois chahutée, parfois même fracassée par des événements plus ou moins traumatisants. Des événements qui souvent ont été entièrement ou partiellement refoulés au fond de nos terres intérieures, et ces terres ont fini par prendre des allures de champs de mine plutôt que de champs bien cultivés. Champs de mine à éviter soigneusement. Donc on les met à l'écart. Les aspects disharmonieux qu'on peut trouver à la Lune peuvent nous guider sur la nature de ces traumatismes et peuvent nous aider à en reprendre conscience. Traumatisme évidemment lié au féminin, c'est-à-dire que si Mars agresse la Lune par un aspect, il y a de fortes chances pour que l'enfance se soit passée dans une certaine violence, que le féminin ait été agressé. Si c'est Pluton qui agresse la Lune, on peut avoir parfois au pire de l'inceste, ou des viols, ou plus couramment des chantages de toutes sortes. Donc ça, c'est avec Pluton. Avec Saturne, on peut avoir vécu des abandons et une certaine dureté qui empêche toute la tendresse de la Lune de se manifester. Avec Jupiter, ça peut se manifester sous la forme d'un manque affectif, d'un manque de reconnaissance, etc. Donc, en regardant votre thème, en regardant les aspects dans votre thème, on peut savoir quels sont les types d'événements qui se sont produits dans votre enfance et qui vous ont affecté particulièrement. Et donc, on peut en retrouver les traces et ainsi les affronter, les apprivoiser petit à petit pour en intégrer l'énergie qui est contenue et cette fois vider de son aspect destructeur qui a été apprivoisé comme on apprivoise un ours. Cette énergie peut alors se déployer en nous sans danger et nous permettre de reconquérir tout le versant lumineux de l'inconscient. On va alors pouvoir se nourrir de toute la richesse des images, de cette espèce de réservoir de fécondité et de créativité que constitue cet inconscient. On va pouvoir réintégrer l'énergie de l'innocence de l'enfance, l'ingénuité de l'enfance d'avant le fracas de ces traumatismes subis. Et c'est ainsi qu'on sera de nouveau apte à retrouver le contact alors si naturel avec l'inconscient et qu'on pourra se reconnecter aussi à son ressenti, retrouver les sensations, ressentir sans pour autant les repousser, nos émotions, nos sentiments, quels qu'ils soient. Et ça, c'est vraiment une étape absolument primordiale dans l'apaisement qu'on peut ressentir par la suite et dans ce retour à la légèreté de l'enfance. Et on découvrira alors toute la richesse de cet inconscient avec ces images nourrissantes de tendresse, ces souvenirs qui sont porteurs de vie et de spontanéité, l'inconscient avec son inépuisable source d'images mythologiques qui nous conduisent à nous retrouver dans notre entièreté et à accoucher de nous-mêmes, à regagner le sentiment de sécurité de l'ourson qui sait que toujours il est protégé par sa mère, une mère qui porte un regard bienveillant sur les ébats de ses petits et nous allons donc finalement devenir une mère bienveillante pour nous-mêmes. Elle, la mère ours, les accueille sans condition, pleinement, et de cette sorte,
nous allons pouvoir accueillir toutes les facettes de nous-mêmes et devenir donc une bonne mère ours pour nous-mêmes. Je vous propose de ne pas hésiter à vous fondre à cette image parce que ça permet d'en recueillir toutes les qualités en soi et de se les approprier pleinement. Cette image ambivalente de la mère ours à la fois sauvage, à la fois attendrissante, dangereuse et protectrice, terrifiante et bienveillante selon les circonstances, nous amène à remarquer qu'astrologiquement, les domiciles de la Lune font face à ceux de Mars. Ainsi, la Lune est exaltée en Taureau, qui fait face au Scorpion, qui lui est gouverné par Mars, d'ailleurs aussi par Pluton. Planète qu'il faut réintégrer harmonieusement au Taureau et à la Lune pour pouvoir vivre les choses dans leur aspect le plus harmonieux possible. Sinon, on risque de se laisser prendre par l'aspect destructeur et terrifiant de ces planètes. Par ailleurs, la Lune est en domicile en Cancer, face au Capricorne cette fois, qui est lié à Mars parce que Mars y est exalté, d'où la nécessité, là encore, d'accorder ces deux planètes pourtant a priori contradictoires. Sur l'axe Cancer-Capricorne, j'ai écrit un article que vous pouvez trouver sur mon site, un article parlant du Petit Prince et de Saint-Exupéry. Le chien est un autre attribut d'Artémis qu'on retrouve dans l'histoire du chasseur Actéon, et si vous avez envie que je vous parle un jour du symbolisme du chien, vous pouvez le dire dans les commentaires et je vous en parlerai volontiers dans une autre vidéo. Et si le mythe d'Actéon et son symbolisme vous intéresse, dites-le aussi, c'est vraiment un mythe qui est très très intéressant aussi. On y trouve des tas de symboles très enrichissants et très riches en eux-mêmes. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et j'allais presque oublier, mais voilà, j'ai aussi une super annonce à vous faire, c'est que je suis arrivée au bout de la publication de mon premier livre d'astromythologie qui s'appelle « À l'écoute de nos profondeurs ». C'est le tome 1 qui vient de sortir, qui s'appelle donc « À l'écoute de nos profondeurs, Orion et le Scorpion ». Le second tome sera lui consacré à Orion et le Taureau, et nous y explorerons là pour le coup le mythe du Minotaure, et entre autres aussi la Lune. Ce livre, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien que vous trouvez sous la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures symboliques. Merci à vous. Au revoir.